Le cas Guillaume Soro, qu'en est-il de ce cas particulier? Oui, alors nous, notre parti est clair. Chaque fois que j'ai l'honneur d'ailleurs que nous avons pris la tribune sur la question, nous avons demandé au gouvernement de faciliter le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Bon paix, et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Kone Katina est au Burkina en ce moment? Les amis, regardez, on lui a posé quelques questions. Regardez ce qu'il va dire. À tout à l'heure. Bye bye. Pour une raison toute simple, et comme le président l'a dit, autant que nous le disons au sein de notre parti, le président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il a l'opportunité, qu'il a une tribune, il le dit toujours, écoutez, il faut absolument œuvrer pour que le président pour que Guillaume Soro retourne la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est quand même une image politique majeure. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, c'est pas beau pour un pays que cette image-là se retrouve. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. C'est vrai, on peut le reprocher, mais il reste un Ivoirien, il reste un citoyen, il reste une figure marquée de notre vie politique. Notre appel, l'appel de notre parti, l'appel du président Laurent Gbagbo a été tout que constant. Il faut qu'il y retourne. Et sur ce point-là, je crois que le gouvernement a encore traîne un peu les pas et nous pensons que c'est pas fait pour faciliter donc la cohésion sociale. Alors, Justin Katina connaît l'actualité de la sous-région, c'est aussi la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Quel est votre regard sur cette création, les impératifs ainsi que les implications? Alors, lorsque l'AES a été créé, d'ailleurs, lorsque ces trois pays qui sont nos pays frères, qui sont donc, membres acteurs, membres créateurs de la CEDEAO, ont décidé de partir de la CEDEAO et pour créer une autre entité, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef de l'État, mais en même temps président de notre parti, a fait une déclaration qui est claire. Il a dit, c'est vrai, nous regrettons en tant que membres de la sous-région, mais en même temps nous devons comprendre que la diplomatie ces derniers temps au sein de la CEDEAO, la façon dont la CEDEAO a géré les contradictions au sein de notre espace n'était pas de nature à favoriser le maintien de ces personnes-là. Donc au lieu de les regarder et de dire pourquoi ils sont de leur jeter l'anathème, c'est plutôt à nous qu'il faut regarder au sein. Qu'est-ce qui se passe à la CEDEAO? Est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO répond vraiment aux aspirations des peuples africains? Je ne crois pas du tout, notre parti ne croit pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour que ces personnes qui sont des acteurs essentiels de notre parti, de notre pays, espace, décident de partir? Mais il y a des questions factuelles qui sont là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Voici des peuples qui font pratiquement plus de 10 ans face à des menaces existentielles et qui n'ont pas reçu le secours, qui n'ont pas reçu véritablement le soutien qu'ils pourraient espérer d'un espace communautaire dans lequel nous sommes et qui est suffisamment qui nous donne l'illusion vraiment d'être bien intégrés. Ces personnes décident finalement de se tourner, de prendre des décisions courageuses à leur sein. Au lieu de venir et dire, ok, on vous accompagne, on dit non, nous allons prendre, ils prennent des positions maximalistes, je dirais extrémistes, allant jusqu'à menacer de faire des guerres à ces pays-là. Évidemment, les gens se posent la question, si vous avez la capacité, effectivement, de faire la guerre, pourquoi vous n'avez pas aidé ces pays-là à faire face à ces menaces existentielles? Ce sont autant de questions, comme les histoires d'embargo, à la suite. Nous avons vécu ça, parce que on estime que, pendant la crise post-électorale, ces mesures qui sont inhumaines, parce que finalement, qui souffre? Quand vous mettez un embargo, vous profitez de votre position de face maritime, en violation du droit international, vous mettez un embargo sur les peuples, ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent, c'est le peuple que vous visez. Et donc, tous ces l'un dans l'autre, je crois qu'à la limite, on pourrait dire, on a poussé nos frères à sortir de la CEDEAO, c'est dommage, mais c'est le message qu'ils nous donnent. Hier, j'ai reçu le message parce que c'est moi qui ai l'honneur de donner l'award de l'AES. J'ai compris la symbolique. Ils sont pour l'intégration régionale.
mais ils veulent que nous refondons totalement cette intégration-là. C'est le message qu'il faut comprendre. Donc notre parti en a toute la conscience, notre parti travaille à ça, le président Laurent Gbagbo travaille à ça. Il faut une réflexion, une refonte totale de notre espace communautaire, de notre intégration, pour qu'elle soit effectivement au service de nos États et de nos populations, et qu'elle soit effectivement une intégration qui défend notre souveraineté, au lieu de donner l'impression d'être une association qui travaille sous contrôle. Alors, autre actualité, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a récemment évoqué la présence de bases, de centres d'opération plutôt en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le Burkina. Au niveau de votre parti, le PPACI, vous avez demandé des explications au gouvernement ivoirien. Pourquoi une telle requête et où en est-on au stade actuel? Oui, parce que quand même les menaces, l'accusation elle est forte, elle est grave. Ce sont des associations qui sont fortes, elles sont graves. Elles ne demandent pas d'un ministre, elles ne demandent pas d'un directeur général, elles demandent du président du Faso. Et pour nous, pour ceux qui connaissent un peu le langage diplomatique, c'est quand même suffisamment grave. Et nous, en tant que parti politique, panafricanistes engagés, nous avons dit attention, il faut que le gouvernement ivoirien nous rassure. Nous ne disons pas absolument que le président Faso a raison ou il a tort, mais nous disons que vous devez rassurer les Ivoiriens. Prenez la parole, dites aux Ivoiriens qu'est-ce qui est réellement. Parce qu'on ne peut pas, de telles accusations ne peuvent pas être portées sur notre pays. Quand même, c'est une sorte d'anathème qui est jeté sur notre pays. Et quand nous le demandons, nous regardons aussi notre propre histoire. En 2000, dans les années 2000, le Burkina a servi de base arrière pour déstabiliser notre régime. Ça, c'est connu. Ce n'est même plus, c'est un fait historique, c'est connu. Et personne, au bout du compte, n'a gagné quelque chose, ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire. Ayant souffert de ça, nous ne pouvons pas accepter que cela, qu'on n'ait pas tiré la leçon de ça et qu'on nous accuse, nous, à notre tour, de déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a eu des retours depuis l'appel que vous avez lancé pour des explications? Non, alors ce que j'ai lu, ce que nous avons lu, c'est qu'il y a le ministre de la Défense qui a fait une interview dans un journal, je ne vais pas faire le nom du journal pour des raisons de publicité, a dit tout simplement, a démenti. Il dit non, c'est pas vrai, pas du tout. Nous nous en tenons, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que cette question soit posée au niveau de l'Assemblée nationale pour que, oui, qu'on nous dise et qu'on nous rassure. Parce qu'au bout du compte, ce que nous devons faire, l'erreur que nous faisons, il y a tellement de liens sociaux, historiques, anthropologiques entre la Côte d'Ivoire et Burkina, que lorsque nous faisons cette erreur, comme on l'a fait en 2000, le Burkina l'a fait en 2000, et qu'on nous accuse de faire aujourd'hui, mais nous ne rendons service à aucun de notre peuple. Et honnêtement, il faut que sur ces questions-là, les politiques, nous devons être intransigeants sur ces questions. Le Burkina et la Côte d'Ivoire doivent marcher de concert parce qu'ils ont trop d'intérêts convergents et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, oui, il y a eu un démenti du ministre de la Défense. Nous prenons acte de ces démentis, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut que la question était assez sérieuse. Il faut que le débat s'ouvre au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays, parce que c'est là-bas que le peuple, le débat a lieu, pour que cette question-là, on lave ce puits-là définitivement et qu'on ait de nouveaux horizons pour les deux pays. Les élections sont généralement des moments de fragilité sous nos tropiques. Les élections de 2025 en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elles sont vues au niveau du PPACI quand on sait que nous avons eu une candidature naturelle d'Alassane Ouattara qui a été déclaré par son parti. Aussi, on connaît les questions au niveau de la CEI, sans oublier Laurent Gbagbo, qui jusqu'à présent, à l'heure où on parle, est sous le coup aussi d'une affaire judiciaire. Écoutez, sur ces derniers points, notre position est claire. Pour nous, la candidature du président Laurent Gbagbo ne se négocie pas. Nous, dans notre parti, nous n'avons ni de plan A, plan B, plan C, plan D, non. Parce que il ne faut pas que devant une injustice, nous reculons devant une injustice et disons, bon, ben, comme il y a cette injustice, on ne veut pas la régler, on veut chercher une solution. Celui qui fuit une injustice, en pensant trouver la solution ailleurs, trouvera toujours la même injustice sur son chemin. Pour nous, la question de la président Laurent Gbagbo est une question de rupture pour nous. Et quand je place moi, je le place avec tout le sens qu'il faut. C'est une question de rupture pour nous et nous pensons que le gouvernement et nous, sur cette question, nous allons finir par nous entendre.
puisque nous n'avons pas, nous, en tant que le PPACI, nous n'avons pas d'autre solution que de nous battre pour que nous arrivions à ça. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, il est toujours radié de la liste. Oui, mais c'est illégal, et tout ce qui est légal n'est pas acceptable. Je rappelle qu'il y a une décision d'une Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé au gouvernement ivoirien d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour nous, c'est une décision. Voyez-vous, rapidement, en quelques secondes, on nous dit très souvent, oui, il y a la démocratie, les autres ne sont pas démocrates parce qu'ils ont fait un coup d'État. Mais lorsqu'un régime contrôle tout le pouvoir et refuse même d'appliquer les décisions judiciaires, ben, il n'est pas pire que celui qui a fait un coup d'État et qui prend tout le pouvoir en lui. Or, il y a une décision de justice. Il n'est pas meilleur, je vais dire. Il n'est pas meilleur que celui qui a fait un coup d'État qui prend tout le pouvoir. Une décision de justice a été prise. Tout gouvernement qui veut être démocrate doit appliquer la décision de justice. Quand vous refusez, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle des institutions judiciaires, vous prenez le contrôle de toutes les institutions, alors on ne tombe plus dans la démocratie, on tombe dans une autre forme de gouvernement et qui n'est pas loin donc de ce qu'on reproche aux autres. Okay. Le pays que nous habitons s'appelle le Cameroun.